Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 10e Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État à l'Europe et aux Affaires étrangères. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, un live un peu spécial, entièrement dédié aux questions d'actualité internationale. Nous avons souhaité évoquer deux sujets très importants aujourd'hui, la situation en Australie et celle entre les États-Unis et l'Iran. Alors, on le sait, voici déjà 4 mois que l'Australie est ravagée par les flammes. Ce sont plus de 5 millions d'hectares qui ont forcé des dizaines de milliers d'habitants à quitter leur domicile. On estime par ailleurs à 500 millions le nombre d'animaux ayant disparu. Jean-Baptiste Lemoyne, pouvez-vous nous faire le point sur la situation actuelle qui traduit une véritable catastrophe écologique ? Oui, c'est vraiment une illustration de ce dérèglement climatique. Et là, on le touche du doigt avec effroi. Je dois dire qu'on en est même au-delà des 5 millions d'hectares qui ont été brûlés. On en est pas loin de 8 millions d'hectares. Et ça atteint donc des proportions qui sont inconnues jusqu'à maintenant. Et hélas, cette période de l'année voit souvent des incendies, mais pas à ce niveau-là, et ça risque de se poursuivre jusqu'à la fin du mois de janvier. Il faut avoir en tête également que c'est de la pollution qui a été générée. Il faut avoir en tête que Canberra, par exemple, connaît des niveaux de pollution qui sont 2 fois plus élevés que ceux de New Delhi, qui souvent atteignent des records. Et donc, face à cela, je crois qu'il y a l'urgence d'agir pour préserver nos forêts, nos écosystèmes. Et c'est d'ailleurs ce que le président de la République avait souhaité faire dès l'été dernier, lorsque les feux en Amazonie, déjà, nous avaient tous émus, alertés, et bien qu'on a lancé une alliance pour la préservation des forêts tropicales. Et dans quelques mois, la France accueillera à Marseille le congrès justement mondial de la nature. Et je crois qu'il est plus que temps, encore une fois, d'agir pour lutter contre ce dérèglement climatique. Alors, une question que tout le monde se pose, mais sans véritable réponse, peut-être par manque de communication. Que font les autres États actuellement pour venir en aide à l'Australie, aux habitants, à tous ces animaux en fait, qui perdent la vie Alors, aujourd'hui, ce sont principalement les États-Unis, le Canada et désormais la France qui apportent une aide, un soutien, un appui aux autorités d'Australie. Il est vrai que la France, vous savez, c'est un pays monde, quelque part. Nous avons été également très en pointe dans le combat contre les feux en Amazonie en août dernier, parce que la France, à travers la Guyane, est un pays amazonien. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes aussi un pays du Pacifique, avec notamment la Nouvelle-Calédonie, voisine de l'Australie. Et c'est pourquoi nous sommes attachés à pouvoir aider nos voisins et amis australiens avec lesquels nous avons un partenariat stratégique. Dans cet état d'esprit, le président de la République et le Premier ministre Scott Morrison lui a annoncé le départ d'experts français, de soldats du feu français. Christophe Castaner l'a confirmé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Ils sont en train de partir ce soir. Je sais qu'également des renforts depuis la Nouvelle-Calédonie vont se rendre sur l'Australie. Et l'ambassadeur d'Australie en France, qui a été reçu, avec lequel nous travaillons également, nous a indiqué qu'il y aurait sûrement des besoins pour préparer la relève de leurs soldats du feu, parce qu'ils donnent énormément d'eux-mêmes. La fatigue commence à se faire sentir, et dans ce cadre-là, l'appui international, qu'il soit français, européen, pourrait être utile pour les aider à combattre ces feux, parce que c'est également le manque de personnel qui explique le fait qu'ils se poursuivent, sans compter, hélas, aussi des idiots qui d'eux-mêmes mettent le feu. Il y a encore eu 24 arrestations il y a quelques heures pour ces motifs-là. Donc voilà, c'est un état d'urgence climatique exceptionnel. Et donc nous envoyons nos experts pour pouvoir épauler les Australiens dans ce moment difficile. Alors, est-ce que, du coup, ce que vous venez de dire, est-ce que ça correspond à l'aide opérationnelle immédiate qu'a évoqué le président de la République dimanche dernier ? Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres mesures prévues ? C'est ça, tout à fait, c'est cette aide. Ce sont ces moyens humains, ces experts qui vont pouvoir aider sur les aspects de toxicité des feux, sur les aspects de combat contre le feu. Et encore une fois, c'est le début
Il va falloir piloter ça tout au long des semaines à venir parce que, hélas, le phénomène risque de se poursuivre pendant plusieurs semaines encore et il faudra monter en puissance, y compris avec nos collègues européens. C'est également l'enjeu de discussion que nous avons. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, quelle est la différence là au niveau international avec la situation qu'a connue l'Amazonie, qui a elle aussi été victime de sévères feux en 2019? Alors, la différence, c'est que en Australie, ces feux sont générés par des phénomènes de foudre, plus par également ces phénomènes de chaleur extrême. Hein, je vous l'ai dit, ça monte à 42, 44 degrés. Mais en Amazonie, on a affaire face à une forme de politique assumée de déforestation. C'est-à-dire que c'est la planification de destruction de pans de forêt pour y établir d'autres activités. Et ça, c'est très grave. C'est pourquoi le président de la République, Emmanuel Macron, s'était mobilisé fortement au mois d'août dernier pour qu'il y ait un réveil des consciences. L'Amazonie, c'est quelque part un bien commun. C'est un de ces poumons qui permettent à la planète de vivre. Et donc, naturellement, l'Amazonie, elle est répartie sur plusieurs États, dont eh bien, la Guyane française, et que nous avons tous un devoir d'agir. Et ça a été dit. Si le président de la République, d'ailleurs, a dit que l'accord commercial avec le Mercosur n'était pas recevable en l'état, c'est parce que le Brésil n'avait pas mis en œuvre ses obligations au titre de l'accord de Paris. Ils ont l'obligation de reforester 12 millions d'hectares. Eh bien, nous, on veut des actes, des preuves, des éléments tangibles. On ne peut pas se résoudre à ce qu'une politique planifiée de déforestation se poursuive. Bien, merci. On va passer du coup à la situation entre les États-Unis et l'Iran. Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran? Qu'est-ce qui a déclenché cette situation? Alors, je vais revenir un petit peu en arrière parce que tout cela s'inscrit dans un temps un peu long. Il faut avoir en tête qu'en 2015, un accord a été signé avec l'Iran, mais également un certain nombre d'États, dont la France, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne, les Britanniques, pour encadrer les activités nucléaires de l'Iran, pour éviter que l'Iran se dote de cette arme nucléaire. Et les États-Unis, en mai 2018, ont fait le choix de se retirer de cet accord et de mettre une pression maximale sur l'Iran en voulant, quelque part, économiquement, le garrotter. Et c'est ainsi que des sanctions américaines ont été mises en place qui ont finalement conduit l'Iran à des réactions. Mais j'ai envie de dire que finalement, il y a eu une mauvaise décision américaine, celle de quitter cet accord qui encadrait les activités nucléaires de l'Iran. Et à cette mauvaise décision, il y a eu de mauvaises réactions iraniennes. Parce que depuis lors, on a observé un certain nombre d'attaques qui ont été conduites contre des pétroliers, contre des drones, contre des infrastructures pétrolières saoudiennes en septembre dernier. Et dernièrement, des attaques contre un certain nombre de bâtiments de la coalition. Ce qu'on appelle la coalition, c'est tous ces États qui, dans le monde, se sont réunis pour lutter contre Daesh, pour éradiquer ce fléau du terrorisme et du djihadisme. Et donc, ce n'est pas acceptable. Un certain nombre de milices proches de l'Iran ou iraniennes ont conduit ces activités. Et en fait, c'est face à la multiplication de ces attaques, les États-Unis, de leur propre chef, en dehors de la coalition, ont apporté une riposte. Et on se trouve aujourd'hui dans un moment de crise grave. Et c'est pourquoi je crois que la France, l'Union européenne, nous avons une responsabilité majeure. Celle d'être, j'ai envie de dire, des tiers de confiance, c'est-à-dire ceux qui peuvent parler à tout le monde et qui peuvent essayer de favoriser le fait que tout le monde se remette autour de la table, parce qu'il n'y aura pas de solution militaire, il ne peut y avoir que des solutions diplomatiques, et qu'on a besoin de revenir à la raison pour tout simplement continuer à lutter contre Daesh, parce qu'en Irak, c'est de ça dont il s'agit. On ne peut pas se permettre une résurgence de ce mouvement qui, je le rappelle, a conduit à des morts également sur notre territoire national. Donc la sécurité des Français en dépend aussi. Et donc, voilà comment cet engrenage est arrivé, et que par action et par réaction,
on est au bord d'un risque qui n'est peut-être plus maîtrisé, et c'est pourquoi le président de la République, conscient de la gravité de la situation, a multiplié les consultations, les entretiens avec ses homologues étrangers, irakiens bien sûr, américains, russes, turcs, et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, de même. Il est aujourd'hui même à Bruxelles pour évoquer cela, parce que je crois que les Européens, nous avons été toujours exigeants dans la négociation de cet accord en 2015, et c'est ce qui fait que nous sommes également exigeants dans la défense de cet accord, parce que nous considérons que c'est un accord qui permet, encore une fois, d'encadrer cette prolifération nucléaire. Il y a bien d'autres sujets qui mériteraient d'être évoqués avec l'Iran, nous souhaitons le faire. La France a toujours eu cette position pour essayer de favoriser la médiation. Souvenez-vous du G7 de Biarritz, où le ministre iranien des Affaires étrangères était venu, un certain nombre de travaux s'étaient faits pour essayer de mettre sur la table des pistes. On a été à deux doigts de faire en sorte que les différentes parties puissent discuter lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre à New York. Hélas, ces parties prenantes, Iran, États-Unis, n'ont pas souhaité se saisir de cette opportunité. Nous le regrettons, mais nous ne baisserons pas les bras. Nous allons toujours continuer à être en initiative pour éviter le pire. Et le pire, c'est quoi ? Eh bien, c'est que cela se poursuive par des actions armées et militaires. Il y a de la place pour la diplomatie, il y a de la place pour la négociation. On en a besoin. Alors justement, vous avez évoqué un petit peu cette diplomatie européenne. Donc hier, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni se sont concertés sur ce sujet. Qu'en est-il ressorti ? Il en est ressorti une position d'unité. Unité pour condamner les attaques contre la coalition, et unité également pour appeler l'Iran à la retenue, à ne pas répliquer, pour ne pas, alimenter un cycle qui ne serait pas vertueux. Les consultations se poursuivent. Vendredi, les Européens se retrouvent à nouveau à Bruxelles avec le haut représentant Josep Borrell. Et d'ici là, c'est une mobilisation maximale, encore une fois, pour faire entendre raison. Et je note d'ailleurs que cet appel à la désescalade, à la retenue, il est le fait des Européens, mais pas seulement. Les Russes, les Turcs, les Chinois ont porté le même message, et nous serons inlassablement, nous allons continuer pour essayer de retrouver ce chemin de crête qui permet la reprise d'un dialogue. Et enfin, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les risques finalement politiques mais aussi économiques de cette prise de position de Donald Trump en l'occurrence pour les États-Unis, mais aussi pour les autres pays ? Alors, c'est vrai que lorsque les États-Unis sont sortis de cet accord de Vienne que j'évoquais en 2018, ils ont rétabli des sanctions économiques sur l'Iran. Et de fait, beaucoup d'entreprises européennes avaient rétabli des exportations. Aujourd'hui, c'est très difficile. Nous, Européens, nous avons mis en place un système qui s'appelle Instex, c'est un peu technique, mais qui permettait de maintenir des flux d'échange pour les PME françaises, européennes. Hélas, ce dispositif, nous n'avons pas pu l'utiliser parce que les Iraniens, je vous l'ai dit, ont conduit un certain nombre d'attaques ou de réactions qui faisaient que nous ne pouvions pas décemment utiliser cet instrument de commerce. Mais qui en souffre ? C'est le peuple iranien, parce que, naturellement, il subit les conséquences de cette situation économique difficile. Et donc, je crois qu'il est important, encore une fois, pour la sécurité collective, mais également pour les peuples, pour les femmes, les hommes, les enfants qui vivent dans cette région, que ce soit pour leur accorder une meilleure sécurité en Irak face au terrorisme, que ce soit pour avoir une meilleure vie au quotidien en Iran, et bien qu'il y ait une négociation qui se réenclenche, non seulement sur le nucléaire, mais également sur, cette présence iranienne dans un certain nombre d'États de la région qui ne participent pas à l'apaisement des choses. Donc vous le voyez, c'est le début de l'année. Cette année, elle commence sous le signe de tensions géopolitiques majeures. Et face à cela, je peux vous dire que nous avons un chef de l'État, un gouvernement totalement mobilisé pour faire en sorte que le monde ne soit pas régi par la loi du plus fort, mais par le droit.
par la défense des droits de l'homme. Et je veux d'ailleurs, à ce moment de notre entretien, avoir une pensée pour deux de nos chercheurs qui sont détenus arbitrairement en Iran. Et donc, nous ne les oublions pas. Et j'espère qu'ils seront bientôt de retour à la maison parce que cette détention est inacceptable et injustifiée. Bien, merci Jean-Baptiste Lemoine d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairés sur ces sujets d'actualité internationale. Quant à nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau Facebook Live avec Emmanuel Vargon. On parlera de la Convention citoyenne sur le climat. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode en replay sur nos chaînes YouTube, Facebook et Instagram. Merci à tous, à jeudi.